le jour de mon 29e anniversaire, ils m'ont tendu une assiette vide et ont ri de mes échecs. Je n'ai pas crié. J'ai juste pris la photo, attrapé les clés de la voiture que j'avais payée, et je suis parti. Maintenant, les lumières sont éteintes, et il me supplie de rentrer à la maison. C'est ici que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Assurez-vous d'être abonné pour la suivre jusqu'à la fin. Nous sommes toujours curieux. D'où dans le monde nous regardez-vous aujourd'hui? Dites-le nous dans les commentaires. Je fixais le présentoir à gâteau. C'était une belle chose, vraiment. En céramique blanche avec un délicat motif de dentelle sur le bord. Je l'avais acheté moi-même il y a 3 ans pour le dîner de Noël, la même année où j'avais payé la dinde, le jambon et le vin. Mais ce soir, le jour de mon 29e anniversaire, le présentoir était vide. Pas seulement vide de gâteau, mais agressivement vide. Il avait été essuyé, et même poli, si bien qu'il reflétait la lumière du plafonnier de la salle à manger avec un éclat moqueur. « Joyeux anniversaire !» a crié mon frère, Mathieu, en frappant dans ses mains comme un phoque. Il était adossé à la vieille chaise en chêne de mon père, une bière à la main, une bière que j'avais achetée la veille lors des courses hebdomadaires et un sourire suffisant plaqué sur son visage. À côté de lui, ma jeune sœur, Isabelle, ricanait derrière sa main, son téléphone levé. Elle enregistrait. Bien sûr, qu'elle enregistrait. C'était du contenu. C'était drôle. Eh bien, a demandé ma mère, Brigitte, depuis le bout de la table. Elle a ajusté son foulard en soie, un autre cadeau que j'avais acheté, et a fait un geste vers le présentoir vide avec une innocence feinte qui me retournait l'estomac. « Tu ne vas pas les souffler ?» Il n'y avait pas de bougie. Il n'y avait pas de gâteau, juste la céramique blanche et froide. « Je ne comprends pas, » ai-je dit. Ma voix semblait faible, plus fluette que d'habitude. J'avais travaillé 10 heures avant de venir ici. Je m'étais dépêché dans les embouteillages, espérant, peut-être, que cette année serait différente. Que mes 29 ans marqueraient un tournant. Que parce que j'avais enfin décroché un contrat stable avec une grande agence, ils me respecteraient peut-être. C'est une métaphore, Chloé, a reniflé Mathieu en se penchant en avant. Pour ta vie amoureuse, pour ton. Tu sais. Pour tout. C'est une blague, ma chérie, a ajouté maman, sa voix dégoulinant de ce ton écœurant de douceur qu'elle utilisait chaque fois qu'elle remuait le couteau dans la plaie. Ne sois pas si dramatique. On t'a acheté une carte. Elle a fait glisser une enveloppe rose sur la table. Je l'ai ramassée. Mes mains ne tremblaient pas, ce qui m'a surprise. Je sentais un étrange engourdissement froid se propager de ma poitrine jusqu'au bout de mes doigts. J'ai ouvert l'enveloppe. La carte était banale, quelque chose provenant du rayon d'un magasin bon marché. Sur le devant, il y avait un chat de dessin animé tombant d'une clôture. À l'intérieur, de l'écriture tourbillonnante et ornée de ma mère, on pouvait lire, au moins, tu as essayé. En dessous, Mathieu avait griffonné, peut-être l'année prochaine, perdante. Isabelle avait simplement dessiné un smiley qui tirait la langue. Tu vois? A ricané Isabelle, baissant enfin son téléphone mais gardant l'objectif braqué sur moi. C'est drôle parce que tu essaies toujours si fort, Chloé. Tu essaies d'être la grande designer. Tu essaies de sortir avec ce type. Comment s'appelait-il? Celui qui t'a ghosté. Il s'appelait Félix. La pièce semblait basculer. L'air s'est alourdi, sentant le rôti en cocotte que j'avais mis dans la mijoteuse ce matin-là avant de partir au travail pour qu'ils aient un repas chaud. Ils mangeaient la nourriture que j'avais préparée, buvaient la bière que j'avais achetée, assis dans la maison où je payais la facture de chauffage, et se moquaient de moi parce que j'essayais. Ils attendaient la réaction. C'était ça, le jeu. Ils voulaient que je pleure. Ils voulaient que la vieille Chloé s'effondre, s'excuse de ne pas avoir le sens de l'humour, court aux toilettes en sanglotant pour qu'ils puissent lever les yeux au ciel et dire que j'étais trop sensible. Ils voulaient la décharge émotionnelle de me briser. Mais les larmes ne sont pas venues. À la place, une pensée s'est cristallisée dans mon esprit, nette et claire comme un diamant. C'était une prise de conscience si profonde qu'elle m'a semblé être un coup physique. Ils ne m'aiment pas, ils aiment seulement ce que je leur fournis. J'ai regardé le présentoir à gâteau vide. J'ai regardé la carte. D'accord, ai-je dit doucement. D'accord, a froncé les sourcils Mathieu, son sourire vacillant légèrement. C'est tout? Pas de sermon? Pas de discours du genre « je travaille si dur pour cette famille ». Non, ai-je dit.
Pas de discours. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone. Je me suis levé, je me suis dirigé vers le présentoir à gâteaux vide et j'ai placé la carte juste au centre. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé maman, les sourcils froncés. « J'immortalise l'instant », ai-je dit. J'ai pris une photo. Le flash s'est reflété sur la céramique blanche, illuminant les mots cruels, « Au moins, tu as essayé ». Puis je me suis tourné vers Mathieu. « Les clés ?»« Quoi ?»« Les clés de la Peugeot », ai-je dit. Ma voix était stable, dépourvue de toute inflexion. « Donne-les-moi. » J'allais chez Thomas plus tard, a balbutié Mathieu, cherchant le soutien de maman. Maman a dit que je pouvais la prendre. Ce n'est pas la voiture de maman, ai-je dit. Elle est à mon nom. Je paie l'assurance. Je paie le leasing. Donne-moi les clés. Chloé, arrête ça, a claqué maman, en frappant la table de sa main. Tu gâches là. C'était une blague. Tu ne peux pas accepter une blague. J'ai accepté la blague, ai-je dit en tendant la main. J'ai pris la photo. Maintenant, je prends les clés. Mathieu a hésité, mais il y avait quelque chose dans mes yeux, quelque chose de mort et de froid qui l'a fait tressaillir. Il a fouillé dans sa poche et a jeté les clés sur la table. Très bien, prends-les. Tu es tellement. J'ai attrapé les clés. Je n'ai pas regardé Isabelle. Je n'ai pas regardé le rôti. Je me suis simplement retourné et j'ai marché vers la porte d'entrée. Si tu sors par cette porte, a hurlé maman, sa voix s'élevant en un cri perçant, n'ose même pas penser que tu pourras revenir en rampant quand tu seras seul. Tu vas gâcher ton anniversaire. J'ai ouvert la porte sur l'air frais de la nuit. Mon anniversaire a été gâché à l'instant où je suis entré ici, ai-je dit. J'ai claqué la porte derrière moi, le son résonnant comme un coup de feu dans le quartier. La trahison ne ressemblait pas à un chagrin d'amour. C'était comme une amputation. Douloureuse, choquante, mais nécessaire à la survie. Le trajet jusqu'à la voiture était flou. Mon cœur martelait mes côtes, non pas de chagrin, mais d'adrénaline. C'était la réaction de lutte ou de fuite qui se déclenchait enfin après 29 ans de paralysie. J'ai déverrouillé la Peugeot 3008 mAh voiture, celle que Mathieu traitait comme son service de taxi personnel et j'ai jeté mon sac sur le siège passager. L'intérieur sentait le fast-food rassis et le déodorant bon marché. L'odeur de Mathieu. J'ai immédiatement baissé les vitres pour l'évacuer. En sortant de l'allée, j'ai vu le rideau du salon bouger. Brigitte regardait. Elle attendait que je m'arrête au bout de l'allée, que j'hésite, que je réalise que je n'avais nulle part où aller et que je fasse demi-tour. C'était le schéma habituel. Je me mettais en colère. Je menaçais de partir, puis elle me culpabilisait pour que je reste parce que, la famille reste unie. Pas ce soir. J'ai passé la vitesse et j'ai appuyé à fond sur l'accélérateur. Les pneus ont crissé contre l'asphalte, un crissement satisfaisant qui ressemblait à un cri que je ne pouvais pas exprimer. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'atteigne la route principale. BZZ, Mathieu. BZZ, maman. BZZ, Isabelle. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran alors qu'il éclairait l'habitacle sombre de la voiture. Maman, tu es ridicule. Reviens à l'intérieur et coupe le rôti. Il refroidit. Mathieu, tu sais que j'ai cet entretien demain matin. J'ai besoin de la voiture. Ne sois pas égoïste. Isabelle, lien vers une story Instagram. Mort de rire, Chloé est littéralement en train de péter un plomb parce qu'il n'y a pas de gâteau. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Si j'ouvrais la bouche ou tapais un mot, le barrage céderait, et je commencerais à m'excuser. C'était ma programmation. J'avais été dressé comme un chien à chercher leur approbation, à mendier des miettes d'affection. J'ai conduit sans but pendant 20 minutes, les rues de banlieue laissant place à l'autoroute. Les lumières de la ville se sont transformées en traînées d'or et de rouge. J'avais besoin d'un endroit pour dormir. Mon bail d'appartement avait pris fin il y a 6 mois. Une décision stratégique que maman avait suggérée pour que je puisse revenir à la maison et économiser de l'argent, alors qu'en réalité, je versais chaque centime que je gagnais pour réparer le toit et rembourser la dette de la carte de crédit de Mathieu. J'étais sans abri, une travailleuse indépendante sans abri avec un revenu décent, une voiture pleine de déchets et une famille qui me détestait. Je me suis garé sur le parking d'un motel près de l'autoroute. Ce n'était pas le Ritz, mais c'était assez loin pour qu'il ne passe pas en voiture à la recherche de la voiture.
J'ai pris une chambre, j'ai payé en espèces et je me suis assise sur le bord du matelas raide. Le silence dans la pièce était lourd. J'ai vérifié mon compte en banque sur mon téléphone. Les chiffres étaient corrects, à peine. J'avais viré tant d'argent sur le compte commun pour les dépenses du ménage, que mes économies personnelles étaient plus minces qu'elles n'auraient dû l'être à mon âge. J'ai regardé les transactions du compte commun, Nicolas, 140 €. Micromania, 55 €. Salon de manucure, 75 €. Mon estomac s'est noué. Ils avaient dépensé mon argent pour l'alcool et la manucure avec laquelle Isabelle tapotait son écran de téléphone tout en se moquant de moi. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un message vocal de maman. J'ai appuyé sur lecture, ayant besoin de l'entendre, ayant besoin d'alimenter le feu qui me tenait chaud. Chloé, décroche. Ce n'est plus drôle. Mathieu panique pour demain. Tu sais qu'il devient anxieux. Tu dois ramener la voiture. On pourra parler de tes sentiments demain. Rentre à la maison, c'est tout. On t'aime, même quand tu es difficile. Difficile ? Ai-je chuchoté dans la pièce vide. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre, regardant l'autoroute. Il pensait que c'était à cause du gâteau. Il pensait que c'était un caprice à propos d'une carte d'anniversaire. Il pensait que je les punissais en prenant la voiture pour une virée. Il n'avait absolument aucune idée de ce que j'avais réellement fait. Dans mon sac, caché au fond de mon agenda, se trouvait un document que j'avais reçu de la banque 3 jours plus tôt. Un document que je ne leur avais pas encore montré. Il concernait le renouvellement du prêt immobilier de la maison. En raison du mauvais crédit de papa avant sa mort et du manque de revenus de maman, la maison n'était plus seulement à son nom. Pour la sauver de la saisie il y a 5 ans, je m'étais porté co-emprunteur. J'étais la garante principale. Mais il y avait une clause spécifique concernant la période de renouvellement, qui expirait demain. Si je ne signais pas les documents de renouvellement avant 17 h demain, la banque ne se contenterait pas d'augmenter le taux. Elle exigerait le remboursement anticipé du prêt. Ils s'inquiétaient pour les clés de la voiture. Ils avaient oublié qu'ils vivaient dans une maison qui reposait effectivement sur mes épaules, et je n'avais pas l'intention de signer quoi que ce soit. Pour comprendre pourquoi je ne suis pas parti plus tôt, il faut comprendre Brigitte. Ma mère n'est pas une méchante avec une cape noire. C'est une tragédie dans un pull en cachemire, généralement un que j'ai acheté. Elle a cette façon de vous regarder, les yeux grands ouverts et remplis de larmes non versées, qui vous fait sentir comme le monstre le plus cruel sur terre de lui refuser quoi que ce soit. Après la mort de papa, elle s'est effondrée. Ou du moins, elle a fait comme si. Elle a arrêté de cuisiner, de faire le ménage, de travailler à son poste à temps partiel à la bibliothèque. Elle est devenue la veuve éplorée, un titre qu'elle portait comme une armure. J'avais 24 ans à l'époque. Je venais de commencer ma carrière. J'ai pris les choses en main. Je devais le faire. Quelqu'un devait payer la facture d'électricité. Quelqu'un devait s'assurer que Mathieu finisse le lycée, il l'a à peine fait, et qu'Isabelle ait des robes de bal. Tu es la plus forte, Chloé, disait maman en me tapotant la main pendant que je signais des chèques pour des factures que je ne pouvais pas me permettre. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi. Tu es le ciment. Je portais ce titre comme un insigne d'honneur. Le ciment. Cela me faisait me sentir nécessaire. Cela me faisait me sentir aimé. Mais, le ciment, n'est qu'un autre mot pour la personne qui se retrouve à nettoyer les dégâts. Au cours des 5 dernières années, la dynamique a changé. Il ne s'agissait plus de survie. Il s'agissait de droits acquis. Mathieu, maintenant âgé de 26 ans, a décidé qu'il était un entrepreneur. Cela signifiait qu'il restait au sous-sol à imaginer des idées d'applications qui n'ont jamais vu le jour et à acheter des crypto-monnaies avec l'argent qu'il suppliait à maman de l'argent que j'avais mis sur son compte pour les courses. Il refusait de faire un boulot subalterne, car il était destiné à de grandes choses. Isabelle, à 22 ans, était simplement méchante. Elle était jolie, populaire et profondément peu sûre d'elle, ce qui se manifestait par un besoin constant de me rabaisser. Si je portais une nouvelle robe, elle demandait si c'était une seconde main. Si j'obtenais une promotion, elle demandait si mon patron était aveugle. Et Brigitte, elle orchestrait tout cela. Elle nous montait les uns contre les autres. Si je me plaignais que Mathieu ne travaillait pas, elle soupirait et disait, « Il est sensible, Chloé. Tout le monde n'est pas aussi froid et calculateur que toi. » Froide et calculatrice.
C'est ainsi qu'elle qualifiait ma gestion budgétaire. C'est ainsi qu'elle qualifiait mes demandes d'éteindre les lumières pour économiser de l'électricité. Ce soir, assise dans cette chambre de motel, le souvenir d'une conversation spécifique de la semaine dernière a refait surface. J'étais rentré tôt et je les avais entendus dans la cuisine. J'étais resté dans le couloir, à écouter. Chloé parle encore de déménager, ai-je entendu maman dire. Elle ne peut pas, Harry Mathieu. Qui va payer mon forfait de données? Ne t'inquiète pas, la voix de maman était basse et conspiratrice. Je lui ai dit que sa cote de crédit avait pris un coup à cause de ce malentendu avec le prêt étudiant. Elle pense qu'elle ne peut pas obtenir un appartement sans que je me porte co-signataire. Et je lui ai dit que je ne le ferai pas tant qu'elle ne serait pas plus stable. Elle croit tout ce que je lui dis sur l'argent. Elle est douée pour en gagner, mais elle est stupide sur la façon dont le monde fonctionne. Je m'étais éloigné à ce moment-là, le cœur battant, nauséeuse. Je ne les avais pas confrontés. J'étais allé dans ma chambre et j'avais vérifié mon rapport de crédit. Il était impeccable, 780. Elle avait menti. Elle m'avait manipulé pour que je reste, pour que je pense que j'étais piégé, juste pour que je continue à financer leur vie. C'est à ce moment-là que la graine a été plantée. Le dîner d'anniversaire n'a été que l'eau qui l'a fait éclore. J'ai relu le texto de Mathieu. J'ai besoin de la voiture. Il n'avait pas besoin de la voiture pour un entretien. Je savais pertinemment qu'il avait un rendez-vous avec une fille qu'il avait rencontrée sur Tinder. Il voulait la chercher dans mon SUV propre et relativement neuf au lieu de prendre le bus. J'ai tapé une réponse, mes doigts volants sur l'écran, prends un Uber et utilise ta propre carte parce que je viens de supprimer la carte additionnelle de mon compte. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai bloqué son numéro. J'ai fait de même pour Isabelle. Puis j'ai fixé le contact de Brigitte. La photo était de nous, il y a des années, souriant dans un parc. J'avais l'air si désespéré de lui plaire sur cette photo. Je ne l'ai pas bloquée. Pas encore. J'avais besoin qu'elle reçoive le message que j'allais envoyer le lendemain. Car demain n'était pas seulement la date limite pour le prêt immobilier. C'était aussi le jour où le prélèvement automatique pour les services publics, Internet et le forfait de téléphonie mobile familiale devaient être débités de mon compte bancaire. J'ai ouvert mon application bancaire. Sélectionner, tous les virements. Annuler. Sélectionner, prélèvement automatique, électricité. Annuler. Sélectionner, prélèvement automatique, eau. Annuler. Sélectionner, prélèvement automatique, forfait familial Orange. Annuler. J'ai regardé les petites coches de confirmation vertes apparaître une par une. C'était la chose la plus satisfaisante que j'ai jamais vue. Je ne prenais pas seulement la voiture. Je reprenais le pouvoir. Littéralement. Je me suis réveillé le lendemain matin au son d'un chariot de femmes de ménage brinque-ballant dans le couloir. Pendant une fraction de seconde, j'ai paniqué, ne reconnaissant pas le plafond en stuc beige ni l'odeur de nettoyant industriel au citron. Puis le souvenir du présentoir à gâteau vide m'a envahi, suivi immédiatement par la prise de conscience que j'étais seul. J'étais seul, et c'était glorieux. J'ai vérifié mon téléphone. 47 appels manqués. Les notifications formaient un mur de texte, un cri numérique pour attirer l'attention. Mathieu, 14 textos. Où sont les clés? Je vais perdre ce travail à cause de toi. Maman pleure. Je prends le double des clés. J'ai souri. Il n'allait pas prendre le double des clés. Je l'avais retiré de son trousseau 3 semaines plus tôt quand il l'avait laissé sur le comptoir, sachant qu'il finirait par perdre le jeu principal. J'avais anticipé son incompétence. Je n'avais simplement pas anticipé ma propre rébellion. J'ai pris une douche, je me suis habillé avec les vêtements de la veille et j'ai conduit jusqu'au café le plus proche. J'ai acheté un latte et un bagel mon petit déjeuner d'anniversaire et j'ai ouvert mon ordinateur portable. La première chose que j'ai faite a été de changer absolument tous les mots de passe, courriel, banque, réseaux sociaux, Netflix, Amazon. Je me suis déconnecté de tous les appareils. Puis j'ai passé l'appel que je redoutais mais que je devais passer depuis des années. J'ai appelé Monsieur Durand à la banque. C'était le conseiller en prêt qui s'était occupé du refinancement 5 ans plus tôt, un homme plus âgé et aimable qui me demandait toujours des nouvelles de mon entreprise de design graphique. Chloé, sa voix semblait surprise. Je ne m'attendais pas à avoir de vos nouvelles. Votre mère a appelé plus tôt. Elle était assez agitée.
Elle a dit que vous étiez injoignable. Je vais bien, monsieur Durand, ai-je dit, en gardant une voix professionnelle. Je prends juste un peu de temps pour moi. J'appelle au sujet du renouvellement du prêt immobilier. La date limite est aujourd'hui à 17 heures. C'est exact? C'est exact, a-t-il dit, le bruit de papier qu'on remue audible à travers la ligne. J'ai les documents prêts. J'ai juste besoin que vous et Brigitte veniez signer. Le taux est bloqué, mais nous avons besoin des signatures manuscrites des garants. Et si je ne signe pas? Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Chloé, si vous ne signez pas, le prêt passe à un taux variable non plafonné. Compte tenu du marché actuel, vos mensualités tripleraient presque. Plus important encore, la banque a le droit de réévaluer le risque. Sans votre revenu garanti sur le renouvellement, eh bien, le prêt pourrait être exigé. Une procédure de saisie serait entamée dans les 90 jours. Je vois, ai-je dit, en prenant une gorgée de mon latte. Et si je veux retirer mon nom du titre de propriété et du prêt entièrement? Vous ne pouvez pas, a-t-il dit doucement. Pas sans que l'autre partie ne refinance à son propre nom pour vous racheter votre part. Et en regardant le profil de crédit actuel de Brigitte, elle ne peut même pas obtenir une carte de bibliothèque, encore moins un prêt immobilier de cette taille. Chloé, vous êtes le prêt immobilier. Merci, monsieur Durand. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Allez-vous venir, a-t-il demandé, une pointe d'inquiétude dans le ton. Non, ai-je dit. Je ne viendrai pas, Chloé, s'il vous plaît, comprenez les conséquences. Je les comprends parfaitement. Veuillez noter dans le dossier que la garante principale a refusé les conditions de renouvellement. Passez une bonne journée. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de l'ampleur de ce que je venais de faire. Je venais de pulvériser leur monde. Mais je n'avais pas fini. Le mensonge que maman avait raconté sur ma cote de crédit me rongeait encore. Elle m'avait dit que j'avais un mauvais crédit. Pourquoi? Le contrôle, évidemment. Mais les mensonges spécifiques cachent généralement des vérités spécifiques. Je me suis connecté à un service complet de surveillance du crédit, en payant les frais premium pour le rapport d'expertise complet. J'ai fait défiler les prêts étudiants, remboursés, le leasing de la voiture, à jour, et les cartes de crédit, entièrement payées. Puis je me suis arrêté. Il y avait une carte de crédit que je ne reconnaissais pas. Une carte Visa premier de la BNP émise il y a 3 ans. La limite était de 4 700 €. Le solde était de 4 680 €. Le statut était « impayé depuis 60 jours ». J'ai cliqué sur l'historique des transactions. Sephora, les Galeries Lafayette, Nicolas, casino en ligne. J'ai senti le sang quitter mon visage. Je n'avais pas ouvert cette carte. Je n'avais même jamais entendu parler de cette banque. Mais l'adresse de facturation c'était notre maison. Et l'utilisateur autorisé. Isabelle. Ma mère avait ouvert une carte de crédit à mon nom, l'avait utilisée au maximum, l'avait donnée à ma sœur pour qu'elle s'en serve, puis avait cessé de la payer, sabotant ma cote de crédit juste assez pour que son mensonge sur l'appartement semble plausible. Je n'étais pas seulement une fille pour eux. J'étais un organisme hôte, et ils étaient des parasites qui s'étaient enfouis si profondément qu'ils pensaient faire partie de l'os. J'avais besoin d'aide. J'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai fait mon sac et j'ai tapé un nom dans ma barre de recherche, Maître Dubois, droit de la famille et fraude. Une amie de l'université avait fait appel à elle lorsque son ex-mari avait tenté de cacher des actifs. J'ai composé le numéro. Bonjour, j'ai besoin d'une consultation d'urgence. Je pense que ma mère a commis une usurpation d'identité à mon encontre et j'ai besoin de savoir comment expulser ma famille d'une maison dont je suis techniquement propriétaire. Il était 17h15 quand la bombe a explosé. J'étais assise dans le salon d'un Airbnb que j'avais loué, un petit pavillon tranquille de l'autre côté de la ville. Il avait une serrure à clavier et une haute clôture. On se sentait comme dans une forteresse. Mon téléphone, que j'avais gardé en mode ne pas déranger toute la journée, s'est soudainement allumé avec un appel qui a contourné le filtre. C'était la ligne fixe de la maison. J'avais bloqué leur portable, mais je n'avais pas bloqué le téléphone de la maison. Je l'ai fixé. C'était le moment. La date limite était passée. Monsieur Durand avait sans aucun doute appelé Brigitte pour l'informer que le renouvellement avait échoué et que le taux d'intérêt oscillait maintenant autour d'un niveau catastrophique. J'ai décroché. Allô?
Espèce de petite égoïste, ingrate. Ce n'était pas maman. C'était Mathieu. Il criait si fort que le son était distordu. Pour qui tu te prends, a-t-il rugi. La banque vient d'appeler. Maman est par terre. Elle n'arrive pas à respirer. Tu veux la tuer? C'est ça? Tu veux tuer ta propre mère le week-end de ton anniversaire? Passe-la-moi au téléphone, Mathieu, ai-je dit calmement. Elle ne peut pas parler. Elle fait une crise cardiaque. Si elle fait une crise cardiaque, raccroche et appelle le 15. Si ce n'est pas le cas, passe-la-moi au téléphone. Il y a eu une bousculade, le bruit du téléphone qui tombait, puis une respiration lourde et haletante. Chloé, c'était maman. Sa voix était faible, tremblante, la performance de sa vie. Chloé, pourquoi fais-tu ça? Monsieur Durand a dit. Il a dit que tu as refusé de signer. Il a dit que notre mensualité allait passer à 2800 € par mois. Nous n'avons pas ce genre d'argent. Tu sais que nous ne l'avons pas, je sais, ai-je dit. Je suis aussi au courant pour la carte Visa premier de la BNP. Le silence qui a suivi était plus fort que les cris de Mathieu. C'était un vide aspirant l'air de la ligne. La respiration haletante s'est arrêtée instantanément. Je ne sais pas de quoi tu parles, a-t-elle dit, sa voix soudainement vive, la faiblesse s'évaporant. La carte se terminant par 4590, ai-je récité. Ouverte il y a 3 ans, utilisée au maximum pour du maquillage et des jeux d'argent en ligne à mon nom avec mon numéro de sécurité sociale. C'est un crime, maman. Ça s'appelle une usurpation d'identité. J'ai fait ça pour nous, a-t-elle lancé, abandonnant complètement la comédie. Nous avions besoin de choses. Isabelle avait besoin de vêtements pour son stage. J'allais la rembourser. Je rembourse toujours. Tu n'as pas payé depuis 60 jours, ai-je dit. Et tu l'as utilisé pour saboter ma cote de crédit afin de pouvoir me mentir et me garder piégé dans cette maison à payer ton prêt immobilier. C'est ma maison, a-t-elle crié. Je t'ai élevé dans cette maison. J'ai sacrifié ma vie pour vous. Et c'est comme ça que tu me rembourses? En comptant tes sous? En t'enfuyant à cause d'une blague sur une carte d'anniversaire? Ce n'était pas une blague, ai-je dit, ressentant une étrange et froide clarté. C'était la vérité. Vous pensez que je suis une perdante. Vous pensez que je ne suis qu'une ressource à exploiter. Eh bien, la mine est fermée. Tu rentres à la maison tout de suite, a-t-elle ordonné, changeant de tactique pour une autorité pure. Tu rentres à la maison, tu signes ce papier, et nous oublierons que tu as jamais eu ce caprice. Si tu ne le fais pas, je le dirai à tout le monde. Je le dirai à ta tante. Je le dirai à l'église. Je dirai à tout le monde que tu as abandonné ta mère veuve et ton frère handicapé. Mathieu n'est pas handicapé, ai-je dit. Il est paresseux. Et vas-y, dis-leur. Mais quand tu le feras, assure-toi de mentionner la fraude à la carte de crédit, car je rencontre un avocat demain, et si tu ne commences pas à faire tes valises, la banque le fera pour vous. Tu n'oserais pas, a-t-elle sifflé. Je suis ta mère. Au moins, j'ai essayé, ai-je dit. J'ai raccroché. Je suis resté assise là pendant un long moment, le silence de l'Airbnb m'enveloppant. Mes mains tremblaient à nouveau, mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas le tremblement d'une victime. C'était le tremblement de quelqu'un qui venait de tirer avec une arme lourde pour la première fois. Le recul faisait mal, mais la cible était touchée. Les 3 jours suivants ont été une leçon magistrale de guerre psychologique. Comme je refusais de répondre au téléphone, ils ont porté la guerre sur la place publique. Isabelle a posté un TikTok de maman pleurant à la table de la cuisine. La légende disait, ma sœur a volé notre voiture et a abandonné notre mère qui a des problèmes cardiaques. Priez pour nous. Méchante heure trahison familiale. Il a obtenu 4000 j'aime en 3 heures. Je l'ai regardé depuis mon nouveau bureau dans l'Airbnb. J'ai vu les commentaires. Quel monstre. Qui fait ça à sa mère? Le karma la rattrapera. Ça faisait mal. Ça faisait très mal. Je voulais répondre, poster les captures d'écran des relevés de cartes de crédit, tout expliquer. Mais Maître Dubois, ma nouvelle avocate, m'avait donné des instructions strictes. N'interagissez pas, documentez tout. Ils essaient de vous attirer dans une dispute publique pour vous discréditer, m'avait dit Maître Dubois lors de notre consultation, ses yeux parcourant le rapport de crédit que j'avais apporté.
Ce n'est pas juste un conflit familial, Chloé. C'est de l'abus financier, et nous avons la trace écrite pour le prouver. Maître Dubois était un requin dans un chemisier de soie. Elle avait déjà rédigé une lettre de mise en demeure concernant la voiture volée, que Mathieu n'avait toujours pas rendue, et une déclaration sous serment pour fraude à la carte de crédit. Nous avons deux options, a dit Maître Dubois. Nous pouvons déposer une plainte à la police pour l'usurpation d'identité immédiatement. Cela entraînera probablement l'arrestation de votre mère. Ou nous pouvons l'utiliser comme levier pour les amener à accepter une vente de la maison afin que vous puissiez récupérer vos fonds propres et partir sans histoire. Je ne veux pas qu'elle aille en prison, ai-je dit, me détestant de la protéger encore. Je veux juste m'en sortir. Alors nous mettons la pression, a dit Maître Dubois. La pression est venue sous la forme d'un huissier de justice leur signifiant des papiers à la maison le lendemain matin. Je n'étais pas là, mais j'en ai entendu parler. Ma tante Sylvie, la sœur de maman, m'a appelé une heure plus tard. Sylvie avait toujours été la partie neutre. Du moins, c'est ce que je pensais. Chloé, la voix de Sylvie était tendue. Ta mère vient de m'appeler. Elle dit que tu la poursuis en justice. Elle dit que tu essaies de la mettre à la rue. Je ne la poursuis pas en justice, Sylvie. J'essaie de séparer mes finances des siennes avant qu'elle ne me ruine complètement. T'a-t-elle parlé de la carte de crédit qu'elle a ouverte à mon nom? Elle a mentionné qu'il y avait eu un malentendu au sujet d'une carte, a dit Sylvie d'un ton dédaigneux. Chloé, c'est ta famille. On ne fait pas intervenir d'avocat dans les affaires de famille. Tu dois aller là-bas et arranger ça. Mathieu dit que la compagnie d'électricité a envoyé un avis de coupure aujourd'hui. Il fait 32 degrés dehors. Tu ne peux pas les laisser dans la chaleur. Mathieu a 26 ans, ai-je dit. Il peut trouver un travail et payer la facture d'électricité. Je l'ai payé pendant 5 ans. C'est son tour. Tu as changé, a dit Sylvie froidement. Tu étais une fille si douce. Maintenant, tu as l'air dur. J'ai dû devenir dur pour leur survivre, ai-je dit et j'ai raccroché. J'ai aussi bloqué Sylvie. Le cercle se rétrécissait, mais l'air devenait plus pur. Cet après-midi-là, je devais me rendre à mon ancien espace de coworking pour récupérer des dossiers que j'avais laissés dans mon casier. Je pensais être en sécurité. C'était à l'autre bout de la ville, et ils ne connaissaient pas le code pour entrer. J'avais tort. En sortant du bâtiment, une silhouette familière est sortie de derrière une camionnette garée. C'était maman. Elle avait l'air terrible. Ses cheveux n'étaient pas lavés, ses yeux étaient cerclés de rouge. Elle ne portait pas son costume habituel de « veuve éplorée ». Elle portait un pantalon de survêtement et un vieux t-shirt. Elle avait l'air petite. Chloé, a-t-elle croassé? Je me suis arrêté, ma main agrippant instinctivement mon sac où se trouvait le dossier juridique. Comment m'as-tu trouvé? J'ai suivi ton téléphone, a-t-elle dit. Nous sommes sur le même forfait familial, tu te souviens? Tu as oublié de désactiver le localisateur. J'ai juré intérieurement. J'avais annulé le paiement, mais le service était toujours actif jusqu'à la fin du cycle de facturation. Que veux-tu, maman? S'il te plaît, a-t-elle dit en faisant un pas en avant. Elle n'avait plus l'air en colère. Elle avait l'air désespérée. S'il te plaît, rentre à la maison. Les lumières sont coupées. La nourriture dans le frigo est en train de pourrir. Mathieu est. Il s'effondre. Il a jeté une chaise par la fenêtre hier. Cela ressemble à une affaire pour la police, ai-je dit en reculant. C'est ton frère, a-t-elle gémi, les larmes coulant enfin. Nous sommes ta famille. Tu ne peux pas nous jeter comme des ordures. Nous avons fait une erreur avec la carte. Je suis désolé. Je la rembourserai. Je te le promets. Signe juste le renouvellement. On pourra refinancer plus tard. Sauve juste la maison. C'est la maison de ton père. Elle sortait l'artillerie lourde. Papa. Ce n'est plus la maison de papa, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. C'est une prison. Chloé, s'il te plaît. Elle a tendu la main pour attraper mon bras. J'ai reculé d'un bond. Non. J'ai ouvert mon sac et j'ai sorti le dossier que Maître Dubois m'avait donné. J'en ai extrait un seul document, une copie de la demande de carte de crédit. Regarde ça, ai-je dit en le tenant en l'air. Elle s'est figée. C'est la demande. Tu vois cette signature?
Il est écrit Chloé Martin. Mais regarde le C. Il a cette petite boucle en haut. La façon dont tu l'écris, pas moi. J'ai sorti un autre papier. Et ceci est une déclaration d'un témoin. La vendeuse de Sephora qui se souvient qu'Isabelle a utilisé la carte en se vantant que maman la lui avait donnée. Maître Dubois l'a retrouvée. Elle est prête à témoigner. Le visage de maman est devenu pâle. Le chagrin a disparu, remplacé par une peur froide et dure. Tu as enquêté sur nous, a-t-elle murmuré. Je me suis protégé, ai-je corrigé. J'ai tout, maman. J'ai les relevés bancaires, les signatures falsifiées, les années de virement. Si je donne ça à la police, tu vas en prison pour fraude. Si je le donne au fisc, tu vas en prison pour évasion fiscale sur l'assurance vie de papa que tu n'as jamais déclarée. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Voici l'accord, ai-je dit, ma voix devenant dure comme de l'acier. Vous avez une semaine pour quitter la maison. Vous allez accepter de la vendre. Le produit de la vente remboursera le prêt immobilier, la carte de crédit que tu as volée, et l'argent que j'ai investi dans les rénovations. Tout ce qui restera, vous pourrez le garder. Mais si vous n'êtes pas d'accord, si vous essayez de me combattre, ou si Isabelle poste un autre mensonge sur moi sur Internet, je remets ce dossier au procureur. Tu ne peux pas, a-t-elle soufflé. Je suis ta mère. Alors tu aurais dû me traiter comme une fille, ai-je dit, et non comme un distributeur de billets. Je me suis retourné et j'ai marché jusqu'à ma voiture, la voiture de location que j'avais prise ce matin-là. Je n'ai pas regardé en arrière, mais je l'ai entendu crier, un son brut et primal de quelqu'un qui réalise qu'il a enfin perdu le contrôle. La date limite que je lui avais donnée devait expirer le dimanche. Mais je connaissais Brigitte. Elle ne partirait pas sans bruit. Elle tenterait une dernière manœuvre désespérée pour reprendre le contrôle. Je ne m'attendais simplement pas à ce qu'elle le fasse à la fête du 50e anniversaire de tante Sylvie. C'était samedi soir. J'avais hésité à y aller, mais tante Sylvie m'avait envoyé un texto plus tôt dans la semaine, étonnamment doux, me demandant de venir. C'est une étape importante, Chloé. Viens juste pour 1 heure. Pas de drame, je te le promets. Contre toute attente et contre l'avis de Maître Dubois, j'y suis allé. Je voulais croire que la famille élargie n'était pas entièrement empoisonnée contre moi. Je voulais croire que j'avais encore une place dans ce clan. La fête avait lieu dans une salle de banquet louée. Des serpentins bon marché, un DJ passant des tubes des années 80, et un buffet de pâtes tièdes. Quand je suis entré, la pièce s'est tue. Pas un silence total, mais ce murmure feutré distinct de gens qui reportent leur attention sur le problème. Je les ai vus à la table d'honneur, maman, Mathieu et Isabelle. Ils avaient l'air unis, même suffisants. Maman portait une nouvelle robe. Mathieu buvait une bière. Isabelle chuchotait quelque chose à un cousin. J'ai gardé la tête haute et j'ai marché vers tante Sylvie pour lui donner mon cadeau. Chloé, a souri Sylvie, mais c'était un sourire crispé. Je suis si contente que tu sois venue. Joyeux anniversaire, tante Sylvie, ai-je dit en lui tendant une petite boîte. Je ne peux pas rester longtemps. Oh, quelle absurdité, a dit Sylvie, sa prise sur mon bras se resserrant. Tu dois rester pour les discours. Ta mère veut dire quelques mots. Mon estomac s'est noué. Une embuscade. Avant que je puisse me dégager, la musique du DJ s'est arrêtée. Le microphone a grincé. Brigitte était debout à l'avant de la salle, tapotant le micro. Si je pouvais avoir votre attention à tous, a-t-elle rayonné. La salle est devenue silencieuse. Elle était radieuse, le jeu de la veuve éplorée remplacé par celui de la matriarche bienveillante. Je voulais juste remercier ma chère sœur Sylvie d'être un tel roc, a commencé maman. La famille, c'est tout, n'est-ce pas? C'est la seule chose qui compte. Des murmures d'approbation. C'est pourquoi, a-t-elle continué, ses yeux se fixant sur moi à travers la pièce, cela me brise le cœur quand une famille perd son chemin. Comme beaucoup d'entre vous le savent, ma fille Chloé traverse une crise de santé mentale difficile ces derniers temps. La salle a halté. J'ai senti le sang quitter mon visage. Elle a été confuse, a poursuivi maman, sa voix tremblant d'une fausse émotion. Elle a dit des choses terribles et fausses. Elle nous a abandonnés, mais nous lui pardonnons. En fait, j'ai une surprise. J'ai parlé à la banque et à la famille, et nous avons décidé de faire une sorte d'intervention. Chloé, ma chérie, viens ici.
Elle m'a fait signe, tous les yeux de la pièce se sont tournés vers moi. Nous avons les papiers juste ici, a dit maman, brandissant une enveloppe en papier craft, pour céder la maison à une fiducie afin que nous puissions gérer tes finances pour toi jusqu'à ce que tu ailles mieux. C'est pour ton propre bien, ma chérie. Viens juste signer, et tu pourras rentrer à la maison. C'était un coup de maître. Présenter mon indépendance comme de la folie. Présenter mes limites financières comme le symptôme d'une dépression. Me forcer à renoncer à mes droits devant 50 témoins sous le couvert de aide. J'ai regardé autour de moi dans la pièce. J'ai vu de la pitié dans les yeux de mes cousins. J'ai vu du jugement dans les yeux de mes oncles. Ils y ont tous cru. Ils ont tous cru au récit de Brigitte parce que c'était plus facile que de croire la vérité. J'ai senti un feu s'allumer dans ma poitrine. Pas de la colère, de la clarté. J'ai avancé vers l'avant. La pièce était d'un silence de mort. Je me suis approché du pied de micro, juste à côté de maman. Elle a souri triomphalement, en me tendant un stylo. Signe juste ici, ma chérie, a-t-elle chuchoté hors micro. Ne fais pas de scène. J'ai pris le microphone au lieu du stylo. Je ne signerai rien, ai-je dit. Ma voix a retenti dans les haut-parleurs, stable et forte. Chloé, non, a commencé maman en tendant la main vers le micro. J'ai reculé. Je ne fais pas de dépression nerveuse, maman. Je vis un éveil financier. J'ai fouillé dans mon sac à main. Je n'avais pas le dossier juridique complet, mais j'avais le seul document qui comptait. Celui que j'avais sauvegardé sur mon téléphone et imprimé au cas où. Vous avez dit à tout le monde que j'étais folle, ai-je dit à la salle. Vous leur avez dit que je vous avais abandonné, mais vous ne leur avez pas dit pourquoi. J'ai brandi le papier. Ceci est un relevé de carte de crédit, ai-je annoncé, pour une carte ouverte à mon nom sans que je le sache il y a 3 ans par ma mère. Elle ment, a crié Mathieu depuis la table, en se levant. Elle ne prend plus ses médicaments. Je ne prends pas de médicaments, Mathieu, ai-je rétorqué. Mais tu es sur mon assurance auto. Où tu l'étais, jusqu'à ce que je l'annule hier. Je me suis retourné vers la foule. Cette carte a une dette de 4 700 €. Des dépenses pour des jeux d'argent en ligne, de l'alcool, du maquillage haut de gamme, tout expédié à la maison de ma mère. Le tout signé par elle ou Isabelle. Ce n'est pas vrai. A crié Isabelle. J'ai la déclaration sous serment de la vendeuse de Sephora, Isabelle, ai-je crié par-dessus elle. J'ai les adresses IP des casinos en ligne. Tout est là. J'ai jeté les papiers sur la table devant tante Sylvie. Lis-les, Sylvie, ai-je lancé comme un défi. Lis les dates. Lis les signatures. Et puis dis-moi que c'est moi qui ai besoin d'une mise sous tutelle. Sylvie a regardé les papiers. Elle a regardé maman. Le visage de maman était passé de triomphant à gris cendre. Elle ressemblait à un animal acculé. Brigitte, a demandé Sylvie, la voix tremblante. Est-ce que c'est vrai? Elle invente tout, a sifflé maman. Elle a oublié. Je n'ai pas inventé l'avis d'expulsion que la banque vous a envoyé aujourd'hui, ai-je dit doucement. C'était le coup de grâce. La pièce est devenue glaciale. Expulsion, a demandé Mathieu, la voix fluette. Quelle expulsion? Le renouvellement du prêt immobilier a échoué, ai-je dit, en regardant directement mon frère. Parce que j'ai refusé de le signer. Parce que je refuse de vous laisser me saigner à blanc pendant encore 5 ans. La banque a exigé le remboursement du prêt. Vous avez 30 jours pour partir. Mathieu s'est tourné vers maman. Tu avais dit que tu avais arrangé ça. Tu avais dit que tu avais parlé à Monsieur Durand. J'allais le faire, a balbutié maman. Si seulement elle avait signé la fiducie. Tu allais utiliser mon argent pour arranger tes problèmes une dernière fois, ai-je dit. Mais le puits est à sec, maman. J'ai regardé la foule. Je suis désolé de gâcher la fête, tante Sylvie, mais j'en ai fini d'être le bouc émissaire. J'en ai fini d'être la banque, et j'en ai fini d'être la fille dont vous vous moquez tous. J'ai lâché le micro. Ça n'a pas fait un son cool. Il a juste heurté le tapis avec un bruit sourd. Mais le silence qui a suivi était assourdissant. Je suis sorti. Cette fois, personne n'a essayé de m'arrêter. Les retombées ont été rapides et brutales. Tante Sylvie a lu les papiers. Puis elle a appelé les autres tantes.
Le tribunal de famille qui me jugeait habituellement a tourné son regard vers Brigitte. Confronté à des preuves tangibles de fraude et à la saisie imminente, le soutien familial s'est évaporé du jour au lendemain. Sans mes revenus et avec la famille élargie refusant de les renflouer, le château de cartes s'est effondré. Brigitte a tenté de contester l'expulsion, mais Maître Dubois, mon avocate, était implacable. Nous leur avons proposé un accord, je ne porterai pas plainte au pénal pour l'usurpation d'identité s'ils acceptaient une vente rapide de la maison et me libéraient de toute responsabilité. Ils ont signé. Ils n'avaient pas le choix. La maison s'est vendue 2 mois plus tard. Après que la banque ait pris sa part et que les dettes aient été réglées y compris la carte de crédit frauduleuse, qui a été remboursée sur la part de maman des fonds propres, il ne restait presque rien. Maman a emménagé dans un petit appartement d'une chambre dans un mauvais quartier de la ville. Isabelle a dû trouver un travail dans un centre d'appel pour aider à payer le loyer. Mathieu, dépouillé de ses illusions entrepreneuriales et de ma voiture, a été contraint d'emménager chez un ami, dormant sur un canapé. Quant à moi, j'étais assise dans mon nouvel appartement, un loft en centre-ville avec des briques apparentes et d'immenses fenêtres qui laissaient entrer la lumière du matin. C'était le mien. Le bail était à mon nom. Les meubles étaient à moi. Le calme était à moi. Mon téléphone a vibré. C'était un texto de Mathieu. Mathieu, salut. Je sais que les choses sont bizarres, mais j'ai cette nouvelle idée de business. J'ai juste besoin d'environ 470 € pour les frais de démarrage. Je te promets que je te rembourserai le double. J'ai fixé l'écran. Il y a 1 an, je les aurais envoyés. J'aurais soupiré, je me serais plainte, et je les aurais envoyés, en espérant que cela m'achèterait une semaine de tranquillité. Maintenant, j'ai simplement ri. Un vrai rire sincère qui a jailli de ma poitrine. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas bloqué non plus. J'ai juste supprimé la conversation. Je me suis dirigé vers le comptoir de la cuisine. Là, posé sur un présentoir, il y avait un petit gâteau à la ganache au chocolat que je m'étais acheté pour célébrer l'obtention d'un énorme nouveau client. À côté, il y avait une carte que je m'étais écrite à moi-même. Pour Chloé, disait-elle. Tu n'as pas seulement essayé. Tu as gagné. J'ai allumé la bougie. J'ai fait un vœu, et je l'ai soufflé.